Il s'agit pour moi de vous parler de l'utilisation raisonnée ou consciente en fait et la mise en jeu en fait du corps dans la pratique oratoire et surtout la pratique oratoire des élèves de l'école primaire. C'est aussi comment dire, l'objet de ma recherche également, c'est aussi questionner les représentations et les pratiques des élèves du primaire, notamment ceux qui sont, on va dire, lauréats de concours de Orero et qui sont scolarisés en fait dans CM2, hein, donc cycle 3. Donc ils ont à peu près 10 à 11 ans. Et donc, comme vous le savez, donc l'art oratoire est appelé Orero en tahitien, mais Orero dans les dictionnaires fait plutôt référence au langage, au discours, à la locution, à l'éloquence. C'est aussi parler, mais faire un discours. Cela désigne également l'orateur, donc le discoureur, ce qu'on appelle le tia orero. Et par extension, c'est surtout l'art de bien parler, de maîtriser la parole, de déclamer et de manière à capter l'attention et captiver l'attention de l'auditoire, l'émouvoir et convaincre. Hein, donc, qui se rapproche en fait de la rhétorique. Alors, il faut savoir que c'est avant tout des données que nous pouvons avoir de la période de contact avec les missionnaires. Il y a effectivement des sources qui disent que c'est forcément une pratique ancestrale et réservée à des adultes, hommes, donc masculins, et issus de familles de haut rang, hein, de la chefferie. Donc ça peut être, ce sont plutôt de la branche cadette de la chefferie et longuement formés dans des écoles qu'on appelle Fareir à Upu, de la confrérie des prêtres. Donc ils font partie de la classe en fait des prêtres, hein, de la prêtrise. Donc en quelque sorte cet art était déjà quelque chose de sacré et donc est réservé à l'élite. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à l'école? Donc en 2008, le Orero, l'art oratoire, a été introduit à l'école et dans tous les archipels, grâce d'ailleurs à la contribution de Richard Dean qui est là et qui a travaillé à la direction d'enseignement primaire, Noël Fahouvaki également, et puis Henrietta aussi. Ceux qui sont là se reconnaîtront et qui ont aussi œuvré pour la mise en place du Orero à l'école. Donc, c'est inscrit dans les projets de circonscription, d'école et de classe. Alors, c'est important comme information. Notamment, jusque-là, on pouvait faire de la danse, on pouvait faire du théâtre en tahitien, mais ça restait quelque chose de ponctuel. Hein, donc quelque chose aussi qui est réservé à l'enseignant quand il le veut. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans le projet de circonscription, donc qui représente un axe important pour la valorisation de la culture, mais aussi des langues polynésiennes. En 2009, cette pratique a été, on va dire, accompagné en fait de concours de Orero qui donc réservé en fait et surtout pour les élèves de cycle 3, donc CE2, CM1 et CM2 et donc et par étapes. Donc on a des concours d'école qui commencent en janvier, février, de circonscription en mars, avril, et une rencontre territoriale qui est organisée à Toata
majoritairement et qui regroupe des lauréats, en fait, de ceux qui sont, on va dire, qui ont traversé les étapes du concours d'école et de circonscription. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est important pour les élèves et surtout pour les lauréats. On a vu dans le film sur le Tarawa que pour certains, aller à Toata, ça fait partie du rêve. Qu'est-ce qu'il en est pour les enfants? C'est pareil. Hein? Donc pour les élèves, c'était aussi quelque chose, une récompense si vous voulez. Donc la rencontre se faisait sans concours en fait. Hein? Donc il y a une rencontre conviviale. Alors, comme participation annuelle, pour vous donner une idée, en moyenne, environ, pour tous les archipels, 5000 élèves qui participent. Alors, relativement, hein, donc il y en a qui sont que dans l'imprégnation, il y en a qui sont complètement dans le concours, donc c'est assez mitigé. Mais 5000 élèves, 260 classes par an, hein, et donc 110 écoles qui participent en fait au concours. C'est quelque chose qui a été salué généreusement par le Conseil de l'Europe, notamment au niveau des actions pédagogiques. Donc, premier prix, un premier label européen, pas pour innovation culturelle, mais pour innovation pédagogique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être transférable et quelque chose qui peut être mené aussi avec la technique qu'il faut, dans n'importe quelle école, y compris dans les écoles de France ou ailleurs. Hein. Donc c'est quelque chose qui a été salué comme quelque chose qui pourrait aider les élèves, s'ils pouvaient faire, on va dire, un concours d'éloquence dans leur langue, ils pouvaient le faire grâce, on va dire, au modèle de projet tel que ça a été fait ici en Polynésie. Donc, label européen 2010 et puis label des labels. Projet qui a été, on va dire, choisi sur, on va dire, parmi une centaine de projets, label des labels, et donc 10 ont été choisis, et y compris ce projet-là. C'est quelque chose qui, on va dire, qui fait date. On pourra toujours en parler après, hein, des dérives, mais qui a fait date finalement dans l'histoire, on va dire, de l'enseignement et des langues polynésiennes, mais aussi de la culture polynésienne à l'école. Qu'en est-il je reviens à la pratique du corps et puis à la pratique oratoire. Il y a forcément une évolution. Donc, une évolution qui modifie en fait les valeurs liées au corps et aussi au rapport avec le corps. Notamment, c'est un accès à des enfants, alors qu'avant, bien avant, on ne pouvait pas imaginer des enfants faire du orero. C'est non-genré, ça veut dire que c'est pas réservé aux garçons, mais c'est aussi réservé aux filles. Donc c'est quelque chose aussi qui a été, on va dire, quelque chose qui a bouleversé, on va dire, qui se pratique traditionnellement, on va dire, le orero. Hein. Donc je parle des adultes. Hein. Donc le fait que ce soit accessible aux enfants et que ce soit, on va dire, à tous les enfants. Le fait que ce soit dans un espace scolaire, et donc scolaire avec une langue de scolarisation qui est le français. Donc, et avec une inscription du tahitien ou des langues polynésiennes minime à raison maximum de 5 heures par semaine, ou alors 2 heures, ou alors pour certains 1 heure. Hein. Et donc, ça modifie forcément le rapport à, comment dire, au orero, à la pratique du orero, mais aussi au rapport au corps. Les valeurs de l'école ne sont pas les valeurs, on va dire, nos valeurs, on va dire, c'est complémentaire, on va dire, et je suis gentil. Et les valeurs du corps également à l'école, on est complètement dans quelque chose de différent. Ça peut être complémentaire, hein, mais ça peut être aussi des sujets, on va dire, opposés. Et notamment, c'est aussi à l'école, c'est un rapport, un grand rapport avec l'écrit.
fondamentalement. Donc moins avec l'oral. Donc quand on parle de orero, il faut que ce soit oral, hein, on est bien d'accord. Et donc il y a forcément des contradictions et puis des contraintes, hein, qui peuvent... ça peut être aussi quelque chose de bien, c'est quelque chose de bien, parce que on se rend compte que même les adultes écrivent leur orero avant de déclamer, aujourd'hui. C'était peut-être pas le cas il y a 20 ans. Hein? Mais aujourd'hui, on passe systématiquement, il me semble, par l'écrit pour pouvoir en fait oraliser le orero. C'est dispensé par des enseignants non spécialistes qui ont été formés, c'est sûr, mais pas formés comme dans la pratique ancestrale, des années, avec absorption, parce qu'en fait on absorbe, on consomme en fait les connaissances, eira, hein? Donc de connaissances liées à la généalogie, à l'astronomie, etc. Et donc ce qui n'est pas du tout le cas par rapport à nos enseignants. Hein? Et n'allons pas jusque-là, allons uniquement sur la langue. Effectivement, il y a des enseignants qui ne maîtrisent pas beaucoup, ils ne maîtrisent pas bien la langue. Et donc, on est un peu, on va dire, c'est quelque chose qui est vraiment, encore une fois, modifié. Hein, les rapports sont modifiés. En effet, aussi, pour les élèves, c'est pareil, une préparation relativement courte. Pour certaines classes, ça peut être la veille. Ça peut être il y a 3 mois, ça peut être toute l'année, rarement toute l'année, mais bon, voilà. Hein, donc il y a aussi des pratiques de préparation des élèves qui sont diversifiées selon les écoles. Alors qu'en est-il de la vision et puis de la représentation de l'utilisation du corps dans les pratiques oratoires? Alors, je vais peut-être vous sembler, on va dire, négative, mais enfin, j'ai voulu passer par, on va dire, des points négatifs, ce que les gens pensent, ont toujours dit du orero à l'école, pour pouvoir après expliquer ce qui est bien, en fait. Hein. Donc, ici, ce qu'on entend souvent pendant le orero, et donc la mise en voix, hein, donc l'utilisation de la voix qui est inappropriée pour la majorité. Au niveau de l'intensité, c'est de la voix forcée, la voix hurlée, la voix agressive. La fluidité de parole, c'est de la voix hachée, saccadée. On dit que les enfants, voilà, c'est pas assez fluide. L'intonation n'est pas respectée. Le débit est toujours, on va dire, monotone et varié. Donc ici, c'est toujours pareil. Hein, c'est ce qu'on dit, hein, des pratiques oratoires des élèves. L'articulation, n'en parlons pas, et la diction, s'ils ne sont pas locuteurs du tahitien ou de la langue polynésienne, il y a souvent une confusion entre la voyelle brève et glottalisée pour dire ata. Tehi oneo te ata, je regarde les nuages. On dira, souvent les élèves diront tehi oneo te ata. Alors ata, c'est plutôt rire, sourire. Hein, donc il y a vraiment une confusion, et puis on va dire. Un sens autre. L'accent tonique également, qui est plutôt l'accent tonique français, on accentue sur la syllabe, la fin de la syllabe, alors qu'en tahitien, on accentuerait sur l'avant-dernière syllabe. Exemple, quand on dit Teva, le prénom Teva, on dirait en tahitien Teva, alors qu'en français, on dirait Teva. Alors le va, en fait, hein, Moana au lieu de dire Moana. Hein. Donc c'est cette intonation, en fait, le respect, l'irrespect, on va dire, le non-respect de l'accent tonique est assez visible dans ces pratiques oratoires. Le rythme également de la ponctuation et du ton de la voix, l'utilisation du souffle au détriment du sens, c'est-à-dire que
le découpage par groupe de souffle se fait pas avec le sens, donc on coupe en fait une phrase à moitié, on coupe à la moitié de la phrase et du coup ça n'a plus aucun sens. Comme vous pouvez voir, enfin, il y a la gestuelle également, c'est le mime dansé qui s'apparente au appariement, des gestes exagérés et inutiles, déplacements à outrance, gesticulation, mise en scène artificielle à l'américaine, hollywoodienne, et j'en passe. Hein, c'est ce qu'on en dit. Hein, ça a l'air négatif pour nous, mais voilà, il faut passer par là aussi. Et également l'expression émotionnelle qui est, comment dire, déconnectée en fait de l'imprégnation du sens. Et donc, il n'y a pas suffisamment de concentration émotionnelle et à travers notamment l'expression du visage, des mimiques non révélateurs en fait d'émotions. Et je termine là-dessus. Donc, on va dire un portrait assez morose sur les pratiques oratoires. Mais pourtant, au niveau de la mémorisation, les élèves, qu'ils comprennent le sens d'un texte ou pas, ils arrivent à mémoriser un texte de plus de 5 minutes, sans se tromper à la déclamation. C'est pour vous dire, qu'est-ce que ça doit être si vraiment, si on avait pu faire des exercices, notamment sur le respect de groupes de souffle et tout, ça aurait été encore plus, on va dire, ça aurait optimisé en fait les pratiques oratoires. Vous pouvez voir les expressions qui sont peut-être, hein, donc je voulais vous passer un film, c'est compliqué ici, donc ça ne se fera pas, mais on a vu beaucoup de prestations, quelles que soient les prestations, les élèves sont émouvants. Les élèves ont une charge émotionnelle assez grande. Hein. Donc c'est moi qui parle, parce que, et ça peut être aussi des enseignants qui parlent en fait en bien hein, de ces pratiques oratoires. Ça a été fait, c'est fait, et si ça pouvait aussi réconcilier les élèves à la langue, ou aussi donc renforcer leurs compétences linguistiques et culturelles, oui, et ça a été le cas, quelles que soient, on va dire, les pratiques, on va dire, les dérives. Donc, il y a quand même des pratiques singulières, dites singulières, notamment avec certains enseignants. On sait que ce ne sont pas tous les enseignants qui sont investis, mais il y en a quand même, et quand il y en a, ils le font avec, on va dire, avec dévouement, et c'est ce que je vais détailler ici. Hein. C'est en fait quelles sont les conditions, comment on peut renforcer et comment on peut améliorer en fait les pratiques oratoires des élèves, comment on peut aller plus loin, notamment par rapport à, on va dire, à la pratique corporelle et oratoire. Hein. Donc, la condition, il faut qu'il y ait un soutien des familles. Et les élèves se sentent comment dire, renforcés dans leur estime que si les familles soutiennent. Jusqu'à présent, les familles n'ont jamais, on va dire, n'ont jamais refusé en fait le soutien et l'adhésion par rapport aux langues polynésiennes, déjà à l'enseignement des langues polynésiennes, mais aussi, et c'est le cas ici pour le Orero. Donc, je soutiens les familles, c'est-à-dire tout va, c'est aller plus loin et aussi réussir avec le Orero. Tauturu également, et aussi être fier Théo. C'est ce que les parents me renvoient en fait dans mes entretiens. Il y a aussi la conviction et l'engagement fort des enseignants. Il le faut. Hein? Donc, et Tiaturi. Il faut qu'il y ait cette condition-là chez les enseignants. Le travail est grandement facilité, mais au hiero,
lorsque les élèves ont un vécu linguistique et culturel, quel que soit le vécu, il faut qu'il y ait des expériences en langue, donc en famille, et aussi culturelles. Notamment, ça facilite la mémorisation. Plus on connaît le sens du texte, des mots, plus tôt et plus vite on mémorise. Donc l'imprégnation rapide également du texte, ça va de soi. La posture également, quand je parle de vécu culturel, c'est aussi de la posture. Ici, par exemple, j'ai 2 enseignants qui vont miser sur les postures déjà mémorisées des élèves, c'est-à-dire du déjà là. Par exemple, on voit les mamans effectivement qui sont dans l'Hyménée Tarava, donc quand elles s'assiedent et tout, elles prennent une position, une posture, une attitude et un comportement. Mais ce sont des postures culturelles. Mike parlait effectivement de postures différentes au niveau des jambes pour Mataya, etc. Ce sont ces postures-là, en fait, qui sont, on va dire, mobilisées, déjà là, mémorisées, accumulées par les élèves qu'il faut recenser et identifier pour les mobiliser et pour utiliser le corps à la pratique oratoire. Et puis, préparer le corps à la pratique oratoire. La mise en voix, c'est pareil, la mise en scène également. Apprendre à prendre conscience de son corps, c'est important et les enseignants ne le font pas suffisamment. Et les 2 enseignants que j'ai pu interviewer disent en thaïsien c'est-à-dire utiliser le corps à bon escient. C'est-à-dire exploiter son corps, le potentiel de son corps, et aussi en identifiant les gestes de tous les jours, les gestes quotidiens dans la communication. Notamment un enseignant qui dit, bon voilà, pour faire comprendre à mes élèves qu'il faut absolument utiliser uniquement son corps comme prolongement en fait de la parole, c'est lui dire, bon voilà, là tu as discuté avec tes copains dehors, qu'est-ce que tu as fait pour soutenir en fait la communication? Ben j'ai fait ça, ben voilà, c'est ce que tu dois faire. Ben, au service du Orero, etc. Donc en fait, utiliser les réflexes en fait, les gestes en réflexe des élèves. Et c'est également arriver à quelque chose de naturel. Donc on sait qu'un Orero est toujours bien perçu quand c'est finalement quelque chose, quand ça a des effets naturels, c'est pas spontané. Donc on le sait, mais c'est pareil pour les élèves, c'est apprendre en fait, à prendre conscience de tout ça. C'est aussi un travail connecté avec un espace. Vahi parlait de lieux, et c'est vrai, c'est important. Je pense que c'est aussi forcément culturel. Nous, on n'existe que par rapport à un espace. C'est pour ça qu'on dit, ben, tu existes dans un espace donné. C'est quelque chose aussi qui revient souvent, c'est un rapport en fait à un lieu. Il faut qu'il y ait un lieu, un espace donné. Et c'est le cas. C'est pas qu'il faut sortir de l'école, ça peut être dans la cour, ça peut être un espace aménagé dans la classe, mais il faut un espace de référence pour tout le monde et surtout une ambiance, des ambiances propices. Ségalen parlait, j'ai encore le temps Bruno, Ségalen parlait et puis Tewira Henry aussi parlait en fait des Orero qui se promenaient la nuit. Qui marchait la nuit. On sait que la marche permet la mémorisation et également aussi le fait d'être dans une grande solitude, d'être plus concentré. Et c'est pareil ici, il y a toute une ambiance qu'il faut créer pour le Orero, pour la déclamation. Et c'est pareil ici. Et je parlais aussi au-delà des lieux, il faut
pour les enseignants que j'ai pu interviewer, ils disent que les lieux, il faut faire comprendre aux élèves que là où tu vas déclamer, c'est un lieu chargé de vécu. C'est pas un lieu anodin. Donc c'est ça aussi, c'est travailler en fait sur toute cette, on va dire, cette interaction avec les élèves. Le geste ne doit pas mimer la parole. On entend souvent et monohia et aparima. Donc, mais doit la prolonger et l'accompagner. C'est souvent ce qui revient. L'art de parler, c'est aussi un mode d'être. Donc, un enseignant me dit qu'il écrit pour un élève particulier parce que il sait que ce orero va lui convenir. Parce qu'il connaît le vécu également de cet élève. Donc en fait, cet enseignant écrit pour chaque élève. Parce que c'est aussi un orero que j'ai écrit que j'ai écrit ici peut peut-être pas convenir à Richard, par exemple. Donc c'est vraiment taillé pour telle ou telle personne. Mais c'est aussi le vécu de cet orateur par rapport au texte. Donc l'imprégnation de cet orateur par rapport au texte, du texte et de la parole. Il y a également quelque chose qui est important pour les enseignants, c'est la force et l'engagement émotionnel. Donc il faut qu'il soit fort. Et donc le corps, par les gestes et la voix, doit rendre visible et refléter l'âme. Donc en tahitien, c'est Yaite Orero. Je ne sais plus qui parlait de ça, mais Vahi. Yaora Varua Oeta Orero. Alors ça me paraît, peut-être également, c'est votre cas, c'est difficile de faire cela avec les élèves. Il y a des exercices, en fait, ici, qui permettent aux élèves d'aller jusque-là. Donc, en fait, c'est une concentration intérieure uniquement. Donc, il y a des exercices d'imprégnation, par exemple, d'un texte. Un texte qui peut être, on va dire, émotionnellement chargé, que ce soit une tristesse, ou un texte qui favorise le rire, un texte qui favorise le comique, etc. Donc un texte, on va dire, polyvalent dans ses émotions, ils peuvent arriver à valoriser en fait cette charge, cet engagement émotionnel. Et je vais finir, l'enseignant fait un travail d'impression de la parole. Il ne fait pas de travail d'expression de la parole. On s'entend pour cet enseignant, donc il va donner un sens général, par exemple, du texte, mais le travail sur les mots sera fait petit à petit, progressivement avec les élèves. C'est-à-dire que l'élève est actif dans la recherche du sens et c'est comme ça qu'il peut arriver à l'expression individuelle du orero. Donc, c'est pas tout donner, c'est aussi travailler tout avec les élèves. Donc, il y a des astuces, beaucoup d'autres astuces que je n'ai pas mis ici, mais pour eux, c'est se dire donc du plus profond de toi, donc des tripes, puisque voilà, c'est le ciel des sentiments, mais on arrive également à des discours entendus des élèves qui sont en transe, on va dire, uruhia, parce qu'ils sont varua, donc haute varua, et ils sont aussi, on va dire, c'est transcendant, on va dire, pour eux. Donc, voilà quelques pratiques d'enseignants, mais aussi d'élèves. J'espère que j'ai été clair sur l'orero.